Zoom 7 sur vous à la maison, Jean-Louis de Caravois, de retour sur vous à la maison, mesdames et messieurs, pour la continuité de cette émission. Comme prévu, comme annoncé, nous l'avons déjà dit depuis lundi. Et vous allez suivre également les spots qui reçoit Jeff Pambi. Il est président de la diaspora congolaise fédérée, également administrateur principal d'Alerte RDC. Jeff Pambi, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Des gens vous attendaient, vous n'étiez pas venu. Je suis toujours là, mais il y a eu un petit contretemps derrière moi et voilà. Responsabilité d'État oblige, mais là aussi, responsabilité citoyenne oblige, il fallait que je réponde. Alors, merci beaucoup parce que vous avez été toujours disponible pour les auditeurs de la radio 6. Vous nous écoutez dans toutes les 24 communes qui composent bien la ville de province de Kinshasa. Vous êtes dans les grands bandes également. Vous nous écoutez à l'instant du côté de Lubumbashi. Vous êtes à Kananga de China, qui vous écoute également à Tikapa. Vous êtes dans le Grand Équateur, pourquoi pas le Congo central. Merci de votre fidélité, tous les Congolais qui nous écoutent également de l'autre côté de la rive. Là, nous avons le Congo Brazza, également au Gabon. Jean-Louis de Télécommunications, je suis déjà de retour pour la continuité de cette émission Zoom 7 chez vous à la maison. Jeff Pambi, qui est cette personne? Patriote, citoyen congolais, et né au pays, au Congo donc, une certaine année, et père de famille. Jeff Pambi, père de famille, patriote congolais, vous êtes monté le temps. Vous avez fait quelle étude? J'ai mes études en tant que tel, je fais d'abord les sciences informatiques, de gestion, et je fais l'économie. Et puis j'ai fait beaucoup d'autres cours en Europe pour compléter, approcher un peu ce qu'on appellerait un homme plus ou moins complet. Un emplissement complet. Merci beaucoup, Jeff Pambi. Je crois qu'on aura à vous recevoir dans l'émission Grande Figure, qui sera aussi bientôt là pour parler des personnalités parcours également. Ici, c'est Zone 7 qui parle de politique, qui parle des structures qui accompagnent cette politique, qui parle des histoires qui font à ce que la population se retrouve dans une bonne vue. Parce que nous avons présenté, vous êtes administrateur principal d'Alerte RDC. Qu'est-ce que Alerte RDC? Alerte RDC comme alternative laïque engagée pour la refondation totale de l'État. Mais Alerte RDC aussi comme une sonnette d'alarme par rapport à la situation alarmante que vit notre pays. Une structure de la société civile composée ou créée à l'initiative laïque de confession religieuse, de toutes les confessions religieuses et des mouvements citoyens, ainsi que des organisations et personnalités de la société civile. Mais au lendemain, sinon, quelques temps après que nous ayons jeté l'éponge de nos responsabilités, n'est-ce pas, pour les raisons que nous avons évoquées autrefois, étant donné que nous sommes hommes de foi, et il y a des choses que nous n'avons pas tolérées et qui se sont passées, et sans entrer en profondeur, nous avons pensé que les années nous ayant poussé à ne pas baisser les bras, nous avons réfléchi et mis sur pied cette structure citoyenne pour la défense des valeurs dans notre pays, la lutte contre la corruption et les détournements qui deviennent endémiques, pas seulement, mais surtout institutionnalisés. Ça, c'est grave pour une nation. Voilà, Jeff Pambi, administrateur principal d'Alerte RDC, on sous-entend alternative laïque engagée pour la refondation de l'État totale. Total de l'État, une structure citoyenne qui combat les antivaleurs. Voilà, Jeff Pambi, votre structure est-elle locale?
ou elle est nationale? Elle est nationale. Quand vous dites local, bon, je me disais que c'est déjà national. Au niveau provincial, donc on va vraiment, parce qu'il y a des structures Malek. Alors, nous sommes, le siège se trouve à Kinshasa, mais nous sommes en pleine installation dans nos provinces, notamment déjà dans le Lualaba, dans l'Ituri, dans le Nord Kivu, dans l'espace Grand Bandundu, et en fait, quand je parlais de Grand Bandundu, je parlais de l'espace Grand Katanga, voilà, et dans le Grand Kasaï. Voilà. Dans les objectifs par rapport, quelles sont les actions que vous avez déjà menées au sein de votre structure depuis sa création? Bon, action, ça peut dire beaucoup de choses. Nous, en tant que structure qui combat les antivaleurs, nous avons pris des positions assez fermes par rapport à la situation de nos pays dans tous les angles. Ce qui se passe notamment à l'est de notre pays, ce qui se passe à l'ouest, ce qui se passe au centre du pays, et pas seulement, mais aussi toute cette série de détournements de fonds publics. Et nous avons été assez fermes par rapport à cela. Nous avons mené des actions par rapport au processus électoral bâclé que nous avons connu dans le pays. Et malheureusement, ou je dirais bien malheureusement, tout ce que nous avons prédit, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et si seulement on pouvait avoir une oreille attentive, je crois qu'on aurait pu éviter beaucoup de désagréments à notre temps. Jeff Fabi nous parle de politique à présent. Dialogue interne en RDC, est-ce une piste à des solutions pour mettre fin à la crise qui sévit à l'Est et à Bayonet? Il y a plusieurs personnes qui veulent ce dialogue. Est-ce que du côté à la RDC, vous avez songé à cela? Pas réellement une ou pas vraiment une piste de solution, mais c'est la piste par excellence, pas par rapport seulement à la terre à l'Est, mais pour rétablir le dialogue entre citoyens congolais, renforcer la cohésion et l'unité nationale et repartir du bon pied, puisque, je l'ai dit tantôt, le pays est mal parti. On aurait pu y avoir des élections, mais par la volonté de certaines personnes, d'un groupe d'individus, on nous a présenté, on nous a donné ce qu'on a eu en décembre dernier, qui doit être tout sauf des élections. Et cela a conduit à ce que nous voyons une mission pratiquement vers laquelle nous tendons de la nation. Et pour ce faire, il faut qu'on se mette autour d'une table pour discuter, voir par où est-ce qu'on a raté le virage et qu'est-ce qu'il faut faire pour y revenir et repartir du bon pied. Cette alerte y a pensé. Et je pense que vous nous êtes une chaîne privilégiée, si pas la première chaîne privilégiée d'alerte sans faire trop de débat d'alerte RDC, parce que vous nous accompagnez sincèrement et gracieusement, je dirais, et occasion pour moi de dire merci à la direction de Radio et Télé 7 pour votre accompagnement. Oui, alerte depuis sa création s'est lancé a mis les mains dans la pâte et a réfléchi. Et au terme de cette réflexion ou de longue réflexion, Alerte a proposé un plan de contingence, se disant qu'il n'aurait pas ou qu'il ne devait pas y avoir des élections dans les conditions qui étaient celles de notre pays en ces temps-là et qui n'ont pas évolué, en tout cas pas évolué dans le sens qu'on voudrait, sinon dans le sens contraire. Et Alerte RDC a proposé ce que j'appelais le plan de contingence pour éviter le chaos au pays. Et ce plan-là concernait notamment une gestion qu'on appelait extra-constitutionnelle de notre pays pendant une période. Et cette gestion extra-constitutionnelle devrait faire suite à
à une rencontre au sommet des filles et fils de ce pays appelé le dialogue, table ronde et tous de révéler. Et après, à l'issue de cette rencontre des filles et fils du pays autour du chef de l'État, le numéro un d'entre nous, qu'on l'aime pas, ce pays a un président, il s'appelle Félix Tshisekedi, et c'est à lui la responsabilité première de prendre l'initiative, et c'est à lui qu'on avait lancé l'appel pour qu'il puisse prendre la chose en main pour réunir ses compatriotes, les forces vives de la République, les forces politiques, tant de l'opposition que de la majorité. Et nous avons proposé dans ce plan-là une répartition de responsabilités ou sinon de portefeuille parce qu'on n'est pas hypocrite à l'alerte. Nous savons qu'à l'issue de ces dialogues, il faudrait réorganiser l'État d'une certaine manière, il faudrait recréer un climat de confiance pour apporter des réformes conséquentes à notre système de gouvernance. Mais pour que ces réformes soient objectives et acceptées par tous, cela nécessiterait que tout le monde y soit partie prenante. Raison pour laquelle nous avons fait une certaine répartition, proposé plutôt une certaine répartition de responsabilités où la société civile aurait un rôle assez important à jouer, notamment dans la conduite de ces réformes, étant donné que la société civile se trouverait être plus ou moins non partante dans la compétition pour la conquête du pouvoir. Et c'est aujourd'hui Bandi, parce que vous êtes administrateur principal dans l'RDC. Félix Tshisekedi attendrait peut-être en fait et qu'il y ait un dialogue au niveau interne. Est-ce à l'RDC sera prêt à y participer? Nous avons appelé à ce dialogue depuis déjà Belgrade, et je vais te le dire, c'était avant les élections, parce que nous avons pensé qu'on ne pouvait pas tenir les élections dans ces conditions-là, et cela reviendrait au mécanisme que le président de la République mettrait en place, et qui devra être un mécanisme inclusif. Et si dans ce cadre-là, il se trouve qu'à l'RDC est éligible, et je pense que nous sommes l'alerte est disposée à pouvoir apporter du sien pour la transformation positive de notre pays. La situation sécuritaire très critique et précaire en RDC, Bandi à l'Est, la République démocratique du Congo, enregistre des morts du jour au jour, cambriolage, assassinat. Et là, du côté de Mobondo, nous voyons les grands Bandundu, nous voyons 4 poches agricoles comme sites qu'on a encore pris en otage par le Mobondo. Les agriculteurs n'ont pas les dons d'accéder à leur travail. Les mêmes cas aussi avec quelques poches aussi de sécurité du côté Maluku, là nous sommes déjà dans la ville province de Kinshasa. Votre argumentaire par rapport à ça? Très préoccupés. Nous avons toujours été préoccupés par la situation sécuritaire très critique de notre pays sur toute l'étendue de la République, parce que là vous avez cité la situation globalement parlant de l'Est de notre pays qui est on ne peut plus critique, qu'on ne sait même plus la décrire. Et vous avez parlé de la situation à l'ouest avec l'espace Grand Bandundu, sinon Kinshasa en tant que tel, et nous avons l'habitude de parler de l'espace Kasaï, qui a connu des déplacements massifs de la population active, créant ainsi un vide derrière avec toutes les conséquences qui peuvent aller avec. Et puis il faudrait voir maintenant l'insécurité très grandissante dans toutes les villes du pays, et ça ne pouvait que nous préoccuper, et nous n'avons cessé de tirer la sonnette d'alarme, de faire des propositions d'idoine. Vous vous souviendrez que sur vos antennes, entre autres, nous avons, lorsque le chef de l'État avait fait appel, d'abord en commençant par intégrer la communauté des États d'Afrique de l'Est, nous avons fait comprendre au chef de l'État par des voies appropriées que c'était une grave erreur d'intégrer notre
pays dans cet espace-là qui se trouvait être un espace agressif ou hostile à notre pays globalement. Et par la suite, malheureusement, nous n'avons pas été entendus et on est allé tout loin jusqu'à faire appel aux forces militaires de cet espace. Et imaginez-vous que un bourreau qui a tué votre enfant, qui a tué votre mère ou votre père, on fait appel à lui par celui qui est supposé être le garant de votre sécurité et vous dit, en vous regardant dans les yeux, disant que bon voilà, celui qui a tué votre père, c'est lui qui va venir vous sécuriser. Allez-y voir un peu ce que ça pourrait donner. Il y a eu tellement de choses mal conçues et mal mises en œuvre par rapport à la sécurisation de notre pays. Et il y a eu aussi, entre autres, l'état de siège que nous avons salué au lancement, étant donné que c'était du devoir d'ailleurs du chef de l'État de prendre des décisions conséquentes par rapport à l'insécurité. Mais ayant fait une évaluation à une certaine période, et on a compris que la situation s'était plus dégradée avec l'état de siège qu'avant l'état de siège, qu'on a eu plus de morts après l'état de siège, disons avec l'état de siège qu'avant l'état de siège. Donc il fallait être conséquent et comprendre. Et à l'ERT, nous avons l'habitude de dire qu'il ne faut pas avoir honte de faire marche en arrière lorsque la chose ne marche pas. Sinon, vous finirez comme, l'anecdote de chez nous, ou le conte de chez nous, dit le conte de Caputo, qui savait qu'il était vivant, mais c'est mis dans un cercueil, et on allait l'enterrer, on lui demanda de sortir du cercueil, mais il avait honte. Il a dit non, moi j'ai honte, je ne peux pas sortir. Et il a été enterré vivant. Donc le Congo, il est parti comme ça parce qu'il avait honte. Donc à nos dirigeants, il n'y a pas lieu d'avoir honte de faire marche en arrière. Je sais que c'est la politique, les gens mettent devant leurs intérêts personnels, leur positionnement, mais si cette nation nous la perdons, parce que nous sommes en train de la perdre, quand c'est raté, qui pouvait mourir? Et sur quel espace territorial. Donc pour nous sommes très concernés par la situation sécuritaire sur toute l'étendue de notre pays, d'où au niveau de cette rencontre nationale qui se tiendrait sous la houlette du chef de l'État, avec le mécanisme qui serait un mécanisme inclusif qui serait mis sur pied, nous pensons qu'on pourrait examiner, ce ne serait pas le premier d'ailleurs, on pourrait examiner toutes les questions liées à la vie de la nation, notamment la question sécuritaire en priorité, la question du social des citoyens et la question de l'économie de notre pays. Parce que nous parlons de la situation sécuritaire qui est tellement critique en RDC, vous, en tant que représentant ou la voix de la population congolaise, nous voyons une répétition des violations du cessez-le-feu, parce qu'on a parlé des structures qui interviennent comme des pays, communautés, Afrique de l'Est, Ouest, un consort. Est-ce qu'il faut toujours accepter ou continuer avec la signature? Parce que l'ennemi est bien identifié, on parle du Rwanda, on parle de l'Ouganda. Votre argumentaire, parce que ce qui est dit, chef de l'État, ce qui est dit, le président de la République avait dit à une moindre escarmouche, on doit crier la queue. Oui, et cette question est si complexe que y répondre m'amènerait à faire appel, notamment à beaucoup d'autres aspects. Mais s'il faut aller de manière brève sur la question, vous avez parlé des accords. Oui, on arrivera à signer à un moment ou à un autre des accords. Mais le problème, ce n'est pas de signer des accords, mais de quel accord vous signez. Négocier par qui? Et il se trouve que chez nous, depuis un certain temps, la plupart d'accords qui sont signés dans notre pays sont défavorables à l'émergence de notre pays, sinon sont hostiles à notre pays. Et vous vous rendez compte qu'à chaque fois, pour illustrer cela, à chaque fois, sinon la plupart des cas,
Et prenons un exemple banal, et le ministre des Affaires étrangères, je crois que le chef de l'État aussi y était, à Bujumbura, il signe un communiqué final, mais lorsqu'il regarde Kinshasa, il contredit ce communiqué final. Et pas plus tard que récemment, il y a eu un communiqué des ministres réunis à Luanda et qui a décidé de cesser le feu dont vous parlez, et quelques temps après, le chef de l'État qui pratiquement s'est dit, bon d'ailleurs moi je ne vais pas chercher, c'est les autres. C'est-à-dire que c'est comme si on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Vous ne pouvez pas signer un accord et après vous dire, soit ne pas signer si vous n'êtes pas sûr de clauses qui sont inscrites, notamment l'accord d'Addis Abeba, qui a comporté, il a été révisé depuis, mais qui a comporté beaucoup d'éléments inacceptables dedans. Et ils l'ont signé quand même, ils l'ont taxé de rien, notamment un accord de salut, de droit, et ça a conduit à une cessation d'hostilité entre les groupes qu'on appelle encore le M23 et les forces armées congolaises. Mais les dispositions qui conviennent n'ont pas été mises en place pour éviter la résurgence de ces groupes qui, quelques années après, vous voyez, là, il parle là, ce groupe-là, et il est en train de s'aimer la terreur auprès de nos populations, particulièrement à l'est du pays. Et donc, pour signer un accord, il faut réfléchir, il faut envoyer les personnes, ne pas comme nous le faisons chez nous. On commence une discussion avec des personnes et en pleine discussion, on change les hommes. Donc il n'y a pas une permanence, une cellule d'experts. On n'a pas de ça. Un ministre arrive, il va changer ses experts. Et les autres sont toujours idem, ils perdent bien tout le monde. Exactement. Et puis ceux qui vont discuter dans ce genre d'atelier, croyez-moi, nous en avons des informations assez fiables, et parfois très souvent ils sont très manipulables. Il suffit de leur brandir quelques billets de banque et ils vont signer n'importe quoi ou leur faire quelques petites promesses, et puis ils signent n'importe quoi, ils ne voient pas la gravité de la signature qu'ils sont en train d'apposer sur tel ou tel autre document. D'où la nécessité d'avoir, vous venez de le dire, une cellule stable des négociateurs dans chaque domaine dans notre pays. Nous savons que sur telle ou telle autre matière, nous avons des experts, et vous les spécialisez, vous les cultivez davantage, ils doivent suivre les formations et tout ça, pour qu'ils restent toujours à jour par rapport à leur profession. Mais que de changer régulièrement les négociateurs, et cela ne nous permet pas d'être efficaces dans des discussions en international. Voilà, nous rappelons que nous recevons dans ce numéro Zoom 7 sur la radio 7, vous êtes sur la fréquence 106.1 MHz. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Jean de Denis Canada, c'est comme ça que je m'appelle. Il nous reste 10 minutes de Flambi, parce que nous avons touché également la rentrée scolaire, mais parce que nous parlions de la sécurité des personnes hébergées, il y a eu un naufrage en Algérie. 3 ou 4 jours après, un autre naufrage à l'Équateur. La semaine qui vient de s'écouler, un incendie qui a causé plusieurs dégâts en marchandises dans la commune de Massina. Nous sommes au marché des libertés. Votre point de vue par rapport à cela, et comment faire pour éradiquer ce phénomène qui se répète à tout moment, pour faire perdre de vue d'une circonstance de naufrage et d'autres. Je compatis d'abord avec les familles, les personnes victimes de cet accident. Et je reviens à dire que tout ceci est la conséquence de la non-existence de l'État, ou du moins de la faiblesse de l'État. Quand l'État n'existe pas, quand l'État est faible, on arrive à ce genre de choses, entre autres, et parce que les règles ne sont pas respectées.
Mais pour que les règles soient respectées au niveau inférieur, il faudrait qu'elles commencent par être respectées au niveau supérieur. Parce que vous êtes chef, directeur, président, délégué général, n'importe qui. Lorsque vous êtes corrompu, lorsque vous ne respectez rien dans la vie, n'attendez pas, ou du moins dans l'ordre de votre profession, de vos activités, si vous ne respectez pas les règles, n'attendez pas que ceux qui sont en bas de vous puissent les respecter. Si vous êtes un directeur ou un chef ou un ministre corrompu, comme nous les avons ici à quasiment 90 ou 99%, et vous attendez que vos services agissent comment? Parce que vous ne serez jamais en mesure de leur dire de ne pas voler, de ne pas marcher contre les règles, puisque vous-même vous marchez contre les règles. Et cela fait que l'État n'existera plus. Cela fera que l'ordre ne sera plus maintenu, parce que c'est lui qui est supposé maintenir l'ordre. Lorsque le Parlement national, je parle du Parlement, bafoue ses propres lois, et là, c'est un grand débat, nous n'allons pas y entrer dedans. Mais lorsque le Parlement lui-même bafoue ses propres lois, les lois qu'il a conçues, qu'il a votées, qu'il a fait promulguer par le chef de l'État, et vous vous attendez à voir quant à la suite, n'est-ce pas qu'il y aura naufrage par-ci, il y aura détournement de fonds publics par là, il y aura une route mal conçue, mal construite de l'autre côté, parce que vous ne pouvez pas les condamner. Puisque l'État n'existe pas. L'État n'existe pas dans ce sens où, lorsque vous passez le marché, d'abord vous ne respectez pas les règles, et en plus de cela, vous revenez à la charge jusqu'à demander une rétrocession de 40 ou 50% de l'argent prévu pour la construction, en l'occurrence du mur. On appelle ça rétrocommission, puisque c'est institutionnalisé chez nous, donc on a institutionnalisé la corruption chez nous. Vous voulez que les choses se passent comment? N'est-ce pas que les gens qui vont avec leur baleinière sur le fleuve ou le rivière de notre pays vont surcharger celle-ci, parce qu'il n'y aura personne pour leur dire qu'ils ont enfin les règles, puisque ceux qui doivent leur dire sont corrompus, il suffit qu'on leur brandisse quelques billets de banque et ils vont fermer les yeux. Donc, il faut une seule chose à faire, reconstruire l'État, l'autorité de l'État, d'où la raison d'existence de l'alerte RDC pour la refondation ou la renaissance de l'État. Il faut reconstruire l'autorité de l'État d'Exit Dev Bangui, parce que nous sommes déjà presque à la fin, dans 5 minutes on termine, ça va vite, cette émission Dev Bangui, voilà. Avec plaisir de vous appeler la semaine qui commence. Dev Bangui, la rentrée scolaire c'est pour les 2 septembre, les banques syndicales avec le gouvernement, le gouvernement ne s'encontre pas. Ils ont mis un dialogue. Après cette rencontre, on dirait que les enseignants ne sont pas satisfaits par rapport à leur doléance. On regarde les salaires de l'enseignant, la rentrée scolaire, avec les demandes des acomptes, certains parents, les uniformes exigés également avec les marques des écoles. Votre argumentaire par rapport à cette rentrée scolaire? Je comprends très bien que le violon ne s'accorde pas entre le banc syndical et le gouvernement, parce que nous avons un gouvernement, nos gouvernements dans le sens où il n'est pas là pour assurer le bien-être des populations, il est là pour assurer son auto-bien-être, donc le bien-être de ceux qui sont nominés en son sein. Et cela ne pourra nullement conduire à une entente entre de continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait, à démontrer leur sens aigu du patriotisme et de bien prendre soin de nos enfants, de notre jeunesse, parce que l'avenir de ce pays repose sur nos enfants et notre jeunesse. Mais en même temps, ils ont le droit de revendiquer leur droit de voter la religion. Et que nous les soutenons dans ce sens-là, puisque nous ne voyons pas pourquoi les députés à tous les niveaux doivent gagner ce qu'ils gagnent. Pourquoi les ministres doivent gagner ce qu'ils gagnent
pourquoi les mandataires publics doivent gagner ce qu'ils gagnent, alors que ceux qui les forment, qui font d'eux ce qu'ils sont, doivent être laissés pour compte. Je pense que la chose doit être, la vapeur doit être renversée, la pyramide doit être renversée. Ce sont les enseignants qui doivent être les mieux payés dans ce pays, comme ça se fait aussi ailleurs, les fonctionnaires, parce qu'aujourd'hui, je peux vous le dire, qu'on peut fermer le gouvernement, on peut fermer surtout les assemblées délibérantes, toutes comme nous l'avons fait. Le Sénat et voilà, comme nous l'avons proposé dans le plan de contingence annexe. Et ce pays continuera à marcher pourvu que l'on puisse renforcer l'administration publique, améliorer leurs conditions de travail et de vie. Et vous verrez que sans Parlement, sans gouvernement proprement dit, on peut tenir pendant des mois, sinon des années. Parce qu'ils sont budgétivores et ils ne donnent pas les résultats qui conviennent. Nous sommes à la fin. Votre dernier mot dans 30 secondes. Je salue les uns et les autres qui suivent Radio et 7. Et merci de m'avoir invité. Et je continue à lancer cet appel, à réitérer cet appel au chef de l'État, et de comprendre que la situation, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit, est dramatique. Et que c'est à lui que revient la responsabilité de ce que deviendra le Congo demain. Soit il sauve le Congo en mettant autour de lui ses frères et sœurs congolais, ses compatriotes de manière désintéressée, et on aura sauvé, on aura fait l'essentiel pour sauver la nation, soit on est imbu de soi-même et on s'entête à rester dans le statu quo et le pays va sombrer. Merci beaucoup.